Début de semaine à toutes et à tous, madame, monsieur, bonsoir. À la une ce soir, prise de Bunagana à Rutshuru par le M23 appuyé par le Rwanda. Les pays membres du Conseil de sécurité condamnent cette agression. Le gouvernement congolais espère poursuivre sur la voie diplomatique et se réserve le droit de recourir à tous les moyens pour sécuriser son territoire. Le Rwanda occupe la cité frontalière de Bunagana. Ceci est une violation intangible du territoire congolais. Dans un communiqué, l'armée demande à la population de se souvenir de ce qui s'était passé en 2013 sur les mêmes acteurs et le même environnement. Et puis le terrorisme, la cybercriminalité, les violences basées sur le genre sont des crimes internationaux les plus graves. Les États de la CIRGL doivent mutualiser les efforts pour priver des moyens au mouvement rebelle. Une conférence se tient à Kinshasa autour de ces crimes. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore une fois, bienvenue. L'armée est prête à rééditer l'exploit de 2013 sur le M23. Face à la prise de Bunagana, les FARDC demandent à la population de se souvenir de ce qui s'était passé dans le même contexte il y a presque 9 ans. Le porte-parole du gouverneur militaire parle d'une nouvelle invasion de la RDC. On l'écoute. Informe l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigeda 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demande de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Russie, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays membres du Conseil de sécurité restent aux côtés de la RDC. Leurs missions diplomatiques ont fermement condamné la prise des Bunagana par l'armée rwandaise derrière le M23. Cette cité est vidée de ses populations et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula n'exclut pas l'option diplomatique. Doris Mozotambwe. L'agression du M23 à l'est du pays ne s'arrête pas malgré les condamnations de la communauté internationale. Depuis cette nuit, la cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, est sous contrôle des éléments du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Cette situation met en alerte encore une fois de plus le gouvernement de la République qui espère continuer à privilégier la voie diplomatique. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a échangé cet avant-midi avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité. Christophe Lutundula Pala, chef de la diplomatie congolaise, leur a présenté la situation consécutive aux attaques du M23 la nuit dernière à Bunagana. La Russie, les États-Unis d'Amérique, la France, la Chine, la Grande-Bretagne condamne de façon unanime cette agression. La situation
très sérieuse à l'est de la RDC. La Grande-Bretagne est vraiment concernée de la situation et nous donnons tous nos efforts pour assister nos amis dans la région à résoudre les problèmes. Le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, nous a informé de la prise d'une ville. Elle a demandé d'exprimer et condamner des attitudes du Rwanda. Nous allons transmettre ce message à notre hiérarchie pour la prise d'une décision, mais j'ai déjà rassuré Monsieur le vice-premier ministre que la Russie soutenait et soutient toujours la République démocratique du Congo. Donc nous suivons la situation dans l'Est du pays et nous restons alarmés par les attaques transfrontalières et c'est une situation que nous prenons très sérieux. La RDC peut tout à fait compter sur la France, c'est une constante historique, nous sommes aux côtés de la RDC, aux côtés de cette population qui souffre particulièrement de cette situation, c'est ça qui est déplorable, et donc nous voulons tout à fait avec nos partenaires orchestrer une réponse diplomatique, politique, humanitaire à cette crise qui doit absolument trouver une solution rapidement. La République démocratique du Congo se réserve le droit d'agir par tous les moyens pour la sécurisation de son territoire. Ce n'est qu'un au revoir. Ce refrain a été entonné par une chorale venue dire au revoir au couple royal belge. Une mission de 6 jours dans 3 villes congolaises avec de souvenirs forts. Alain Kabalundi. Dans la soirée de ce dimanche 12 juin, après quelques heures passées à Bukavu, 3e et dernière étape de sa visite officielle en RDC, c'est ce lundi que le couple royal belge a mis fin à son périple dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'aéroport de la Loano, cet avant-midi, un sentiment du devoir accompli, mêlé des gestes de revoir, a gagné l'assistance. Même le couple royal, arrivé sur les lieux, a partagé le même sentiment avec cette chorale notamment. Salué ensuite par le comité d'accueil, constitué de quelques autorités provinciales et nationales, le roi et la reine, visiblement émus, ont sans nul doute été marqués par ce long séjour en terre congolaise. Une première et un symbole. Cette visite de mémoire de journalistes ou d'hommes politiques, on n'a jamais reçu un souverain qui reste 6 jours dans le lieu. Ça dit toute de la symbolique et de l'importance que cette visite a représenté, à la fois pour nous, les Congolais, et pour le royaume de Belgique. Alors, dans cette visite, il y a eu un travail de mémoire très fort parce que vous savez que nous devons arriver à solder le passé colonial pour nous permettre de bien scruter l'avenir. Et de ce point de vue, il y a des pas qui ont été franchis, les regrets du roi, mais aussi le travail mémoriel qui a commencé par la restitution de nos biens et de œuvres culturelles et d'ici la fin du mois, la restitution des reliques de Lumumba. Une visite royale qui a également marqué les esprits de la population louchoise. À Lubumbashi, nous avons été honorés par la visite du roi et son épouse. Nous avons vraiment été honorés. Ça faisait très longtemps que le roi belge n'a pas voulu se plaindre au Congo. À l'époque de Mobutu, il y avait un problème de contentieux. Maintenant, je crois que c'est enterré. Comme Franco avait chanté, c'est enterré déjà. Maintenant, je crois une nouvelle relance pour notre pays. Si le roi a effectué les déplacements de la Belgique pour le Congo, c'est pour dire que non, on a retourné la page. La page qu'on a connue, la Belgique ceci, la Belgique cela, non. Aujourd'hui, la Belgique a plutôt à la main et pour relancer maintenant tout ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo. Tout est bien, qui finit bien. L'avion royal dans les airs, l'heure est venue à tout remballer. Justement, la mission du roi, des Belges et la reine est intervenue au moment où la RDC fait face à une agression rwandaise. Philippe et Mathilde ont quitté le pays aujourd'hui. Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement, salue la relance de la coopération entre les deux pays. Pati Tondouangou Kizunda.
La visite officielle du couple royal belge en République démocratique du Congo touche à sa fin. Une visite marquée par différentes activités déployées par le roi Philippe et la reine Mathilde, notamment dans les provinces du Haut-Katanga et du Sud-Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accompagné le couple royal belge dans sa tournée avec sa chère épouse, a, au terme de ses séjours en République démocratique du Congo, résumé cette mission. Je voudrais d'abord revenir sur vraiment cette opportunité qui s'est présentée par cette invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République à Sa Majesté le Roi du Royaume de Belgique de venir ici et cette acceptation de cette visite que l'on qualifiera finalement d'historique parce que ça faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu ici le couple royal belge. Visite qui s'est inscrite dans le cadre de la coopération, de la culture, mais aussi des échanges par rapport à la jeunesse, à la femme. Et c'est aussi arrivé dans un moment sécuritaire particulier, avec toutes ces exactions que nous avons à l'Est sur le M23, soutenu par le Rwanda. Et donc c'était pour nous une bonne occasion non seulement de raffermir ces questions d'amitié entre la Belgique et la République démocratique du Congo, indépendamment de tout le passé que nous avons avec certaines pages qui sont douloureuses. Et aujourd'hui, s'est conclue cette mission où nous avons été à chaque étape depuis le 8 juin et ça se termine aujourd'hui, le 13 juin, le roi vient de nous laisser. Donc très belle opportunité que nous avons eue et surtout ces questions lorsque nous avons été à Bukavu hier de la sécurité, de la femme surtout qui est la victime dans ces moments d'exaction et ce besoin de réaffirmer cette protection de notre intégrité territoriale. Donc pour moi, j'estime surtout sur les autres volets qui restent, le retour non seulement des reliques, mais du patrimoine congolais, que nous devons continuer les échanges tels que ça avait été lancé. Je remercie surtout la population du Haut-Katanga, particulièrement celle de Lubumbashi, pour l'accueil qu'ils ont réservé au couple royal belge, Accent Tissan. C'est donc ce lundi 13 juin 2022 que le roi Philippe et la reine Mathilde, invités du président de la République, ont regagné leur pays, la Belgique. Daniel Asselo est accusé de s'ingérer dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est visé par une question orale avec débat au Sénat. Le patron de la sécurité revient demain mardi pour répondre aux questions consécutives au débat soulevé à la plénière. On fait le point avec Sandra Nyangitap. C'est une fin de session ordinaire au Sénat marquée par le contrôle parlementaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur revient mardi à la Chambre haute pour répondre aux questions orales avec débat lui adressées par les sénateurs Isabelle Kabamba sur la politique du gouvernement dans la gestion des territoires, de Denis Kambaye sur la recrudescence de l'insécurité dans le Grand Kasaï et de Ilungati Wika Ogi sur l'organisation et le fonctionnement de la police nationale congolaise ainsi que son ingérence dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le débat sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo ayant suscité beaucoup d'autres questions, Daniel Asselo Okito aura du pain sur la planche. Isabelle Kabamba fustige dans la question le non-paiement des administrateurs du territoire. Certains administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants travaillent dans des conditions difficiles, notamment au manque de moyens de mobilité pour les itinérances, alors qu'ils gèrent au quotidien des entités qui ont des superficies plus grandes que certains pays d'Afrique et d'Europe. Ma préoccupation est de savoir quel est l'état de lié de la gouvernance au niveau des territoires en rapport avec la situation salariale des administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants, l'attribution des numéros matriculés, leur mécanisation, les infrastructures de bureaux et logements et le moyen logistique, véhicules ou motos pour bien assurer leur mission. Combien les territoires reçoivent réellement comme dotation de fonctionnement et d'investissement? Est-ce régulier? À quoi sert la rétrocession? Toujours dans le cadre du contrôle parlementaire,
Ce même mardi, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement répondra aussi à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Luessé sur l'accord signé avec la République du Rwanda qui fait de Goma le principal hub de Rwandair. Et Denis Kambaye attend du ministre des Transports des explications sur la problématique du transport aérien dans la province du Kasaï. D'ici le 15 juin, le Parlement clôture la session et le Sénat met à profit ces quelques heures pour épuiser son ordre du jour de la session. Toujours en rapport avec le Sénat, il y a eu vote en seconde lecture aujourd'hui de la loi électorale. Sur 109 membres qui composent la Chambre haute, 87 ont pris part au vote, 83 ont voté pour, aucun n'a voté non et 4 ont voté par abstention. Vote intervenu après la présentation du rapport par la commission PAJ qui a travaillé pendant 6 jours pour intégrer les amendements des sénateurs étant votés dans des termes non identiques avec la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Une commission paritaire Assemblée nationale Sénat sera mise en place pour harmonisation des vues avant sa promulgation par le chef de l'État, une dépêche de Sandra Nyangi Tabou. Et puis, il y a eu tension dans les milieux des trésors artisanaux de l'huile dans le Lualaba suite au déguerpissement de ces derniers, de certains carrés miniers. Le gouverneur Fifi Masuka est allé apaiser les esprits sur place et a demandé de faire confiance au gouvernement provincial. Nous allons en parler dans cette édition d'information un peu plus tard avec M. Josué Mouyumba. Il est coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Écoutez, les fonctionnaires de l'État sans protocole. Jean-Pierre Liaou a importé le Farafara à Mbujimaï. Sur place, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a posé la première pierre pour la construction d'un bâtiment pour la SENSAP. Nadine Kilocho, Cédric Eninambo, Moké Maluma. La province du Kasaï oriental va bientôt disposer d'un nouveau bâtiment qui devra servir de siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, dans cette province. Et en marge de sa mission officielle, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé à la pose de la première pierre à Mbujimaï, chef-lieu de cette province. Après Kinshasa, Lubumbashi, la SENSAP va s'installer dans l'espace Grand Kasaï. Et la pose de la première pierre démontre la volonté du gouvernement congolais de garantir la sécurité sociale des agents publics de l'État. Nous sommes ainsi, vous et moi, privilégiés de faire partie des témoins de l'histoire qui s'écrit aujourd'hui. Mais ceci n'aurait pu être possible sans l'engagement au profit du social du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En posant cette première pierre, je voudrais rallumer la flamme de l'espérance et dire qu'après tant de souffrances, qu'après tant d'attentes, il est possible de reconstruire un nouveau Kasaï oriental. Comment va se présenter le nouveau bâtiment de la SENSAP à Mbujimaï? Le chargé de mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État a donné les détails. Dialogue social permanent, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a accordé plusieurs audiences aux agents et fonctionnaires de l'État dans le cadre du programme Face à Face avec le VPM. Et les problèmes posés ont été pris à bras le corps par Jean-Pierre Liaou pour des solutions idoines. Construire des maisons sans colonnes en béton armé, un corps de volontaires vient d'apprendre de nouvelles pratiques pour construire des logements sociaux. Les apprenants sont membres de la Confédération syndicale du Congo, Anastasie Doumbou. La remise des brevets aux participants a sanctionné la fin d'une session de formation d'un mois de remise à niveau des ingénieurs, les maçons et les briquetiers sur les nouvelles techniques de construction hydraforme des logements sociaux pour la mutuelle des corps des volontaires de la Confédération syndicale du Congo, CVC. Une formation qui se clôture à la grande satisfaction de tous et qui a répondu aux attentes des organisateurs. Il y a eu l'amélioration de la qualité des blocs. Avant que nous puissions présider la cérémonie de clôture, vous avez été témoin du test qui a été fait sur certains blocs.
Et ces blocs ont atteint la capacité de 5 à 6 mégapascales, donc une grande résistance. Du côté des maçons, nous nous sommes rendus compte que aussi de ce côté-là, il y a une très forte amélioration. Désormais, on n'utilisera plus les colonnes en béton armé. Cette question est terminée. Un motif de satisfaction également pour les formateurs qui se disent avoir atteint l'objectif. Nous sommes à 80% satisfaits parce qu'on a monté une maison sans colonnes comme nous le stipulant Hydraform, les maisons basses, nous les faisons sans colonnes et nous l'avons monté aussi rapidement. C'est la finition qu'on n'a pas pu achever, mais je pense bien qu'il pourra achever. Donc dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Les représentants des apprenants a, au nom de ces pairs, remercié les organisateurs pour tous les outils et nouvelles techniques mises à leur disposition. Une visite guidée de maisons d'essai construite pendant la formation a été le point de chute de cette cérémonie. Un modèle pour une entraide judiciaire afin d'anéantir les mouvements terroristes dans la région de la Tirgel. Plusieurs experts réfléchissent à Kinshasa à sa conception dans le cadre du réseau de coopération judiciaire. Pour la ministre de la Justice, Rose Mutombo, il faudrait arriver à couper les ressources de cette industrie criminelle. Joseph Oscar Mbalkaïj. Le terrorisme, l'extrémisme violent, les blanchiments des capitaux, la traite et les trafics d'êtres humains, les trafics de stupéfiants et des armes, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, l'exploitation illégale des ressources naturelles, les crimes environnementaux et la cybercriminalité sont autant de mots à classer parmi les crimes internationaux les plus graves. C'est en ces termes que s'est exprimée la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, à l'ouverture des travaux. Pour Rose Mutombo, la RDC occupe une position géostratégique au cœur de l'Afrique centrale et orientale, ainsi que dans la région des Grands Lacs. Son étendue géographique, ses innombrables ressources naturelles, non seulement du sol et du sous-sol, mais aussi sa faune, sa flore et sa grande forêt, des atouts majeurs de la biodiversité nécessaires à la lutte contre le réchauffement climatique qui font l'objet aujourd'hui de la convoitise des groupes armés organisés. Il est impérieux que les États de la sous-région mutualisent leurs efforts dans le cadre de la coopération judiciaire régionale afin d'anéantir cette industrie criminelle qui gangrène notre région en privant les différents groupes criminels de leurs moyens d'action. Plusieurs défis restent à relever quant aux enquêtes et poursuites des criminels, sans compter ceux liés au recouvrement des avoirs illicites. Ces assises vont donc déboucher sur la mise sur pied d'un modèle de ligne directrice en matière d'entraide judiciaire entre pays de la région. La RDC dispose désormais d'une stratégie de promotion, d'exploitation et de diversification. À Genève, aux travaux de l'OMC, Jean-Lucien Boussa a présenté la stratégie pour solliciter des financements. Georges Frédéric Ndibou. Deuxième jour de la 12e réunion de l'OMC, les ministres de pays moins avancés dialoguent sur les nouvelles stratégies d'exportation. C'est depuis le 12 juin 2022 que s'est ouverte la 12e réunion de l'Organisation mondiale du commerce OMC à Genève en Suisse. En cette deuxième journée de ces assises qui vont prendre 4 jours, Jean-Lucien Boussa a vanté les avancées enregistrées par son pays en la matière. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la RDC dispose de stratégies de promotion d'exploitation et de diversification et qui déterminent leurs domaines prioritaires dans lesquels les financements additionnels sont sollicités. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo dispose d'une stratégie de promotion d'exploitation et de diversification qui s'appuie justement sur les DIC et qui détermine les domaines prioritaires dans lesquels les financements additionnels sont sollicités. Et donc, vous avez bien compris que l'RDC demande un financement encore plus important pour lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie nationale d'exportation qui vise les filières porteuses, mais qui vise aussi la diversification de l'économie. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a rappelé les attentes de son pays, la République démocratique du Congo, celle de voir, à l'issue de ces assises, la prise en compte des vrais problèmes soulevés afin de passer des discours à la réalité, et ce, dans l'intérêt des économies et des populations du monde.
Il va être construite une ligne d'interconnexion qui va relier les villes de Kolwezi en République démocratique du Congo et Solwezi en Zambie. Des accords vont être signés entre les deux pays. Il est également prévu le développement du potentiel énergétique de la rivière Luapula. Tout ceci rentre dans le cadre de la mutualisation des efforts pour l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Yvette Makontima pour des précisions. Une arrivée en terre zambienne qui annonce la signature des deux protocoles d'accord. Les premiers, il s'agit d'un protocole d'accord intergouvernemental entre les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze-Moukaleng, et son homologue zambien. Et le deuxième, un protocole intersociété entre la Société nationale d'électricité SNEL SA et ZESCO pour la Zambie, qui porte sur la construction de la ligne interconnexion de 230 kV Kolwezi-Solwezi qui va de Panda à Kassanji. Ce qui explique d'ailleurs la présence du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan. Pour les premiers protocoles d'accord, l'objectif est d'obtenir 785 MW de production développée par les deux parties, réparties d'une manière équitable pour répondre en ce qui concerne la partie congolaise à la demande croissante des miniers de l'espace Grand Katanga. Le deuxième protocole cristallise les attentes d'une ligne interconnexion Kolwezi-Solwezi en vue d'accroître sensiblement la capacité de transit en énergie électrique à près de 900 MW et ce, d'une manière graduelle. Un autre projet intégrateur, c'est celui lié à la construction du chemin de fer électrifié à écartement standard. Ce projet concerne 3 pays, la RDC, le Burundi et la Tanzanie. Justement, les ministres de transport de ces 3 nations se sont retrouvés à Kinshasa. On fait le point avec Suzy Ngoy et Myriam Madika. Du mouvement des personnes et de leurs biens entre la RDC, la Tanzanie et le Burundi devra également booster l'économie de la sous-région. Ces assises de Kinshasa entrent dans le droit chemin de la volonté de 3 chefs d'État visant la mise en œuvre de ce projet qui devra relier la République démocratique du Congo aux autres pays membres du corridor central. Cherubin Okendesenga, ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement de la RDC, a dans son mot réaffirmé l'attachement de son pays à ce projet intégrateur qui se révèle comme solution aux problèmes de liaison entre les 3 États. Il s'agit donc de la construction de chemins de fer électrifiés et à écartement standard qui partira de la Tanzanie, qui passera par le Burundi et entrera en République démocratique du Congo par Uvira jusqu'à Kindu. Donc c'est un projet très ambitieux qui aura des incidences positives sur le plan du développement économique et social. Et rassurez-vous qu'il y aura autant aussi de création d'emplois en faveur des Congolais. Notez que plusieurs recommandations ont été formulées par les experts des 3 pays et qui devront permettre la concrétisation du dit projet pour renforcer les échanges intra-régionaux. Nous nous réjouissons alors des clauses et des recommandations issues de cette réunion du fait que nos 2 pays, dont la République du Burundi et la République démocratique du Congo, nous venons de se convenir de faire un lot unique pour le recrutement du consultant pour les études de faisabilité qui vont constituer le tronçon d'Ogitega, Bujumbura, Uvira vers Kindu. Les ministres de transport du Burundi et de la Tanzanie ont également salué ces assises et remercié le gouvernement de la RDC pour l'hospitalité et la bonne organisation. À partir du 17 juin prochain, Kinshasa va abriter les travaux de la 2e édition du festival culturel panafricain dénommé Africa Zori. Justement, cette rencontre a pour objectif de puiser plus des raisons de rester unis dans la paix pour le progrès. Ce festival bénéficie du parrainage de la première dame Denise Nyakoro Tshisekedi. Faire découvrir au public kinois en particulier et congolais en général les grandes richesses de la diversité culturelle africaine dans un contexte de la mondialisation et du panafricanisme à travers ces différents modes d'expression, tant au rythme de la musique, de la danse, que de l'art culinaire, de la mode vestimentaire et de l'histoire des peuples du continent africain. Telle est la principale motivation de la tenue à Kinshasa,
Telle est la principale motivation de la deuxième édition du Festival culturel et panafricain Africa Nzuri, dont le lancement est intervenu ce week-end à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui sera tous les week-ends durant 3 semaines, soit du 17 juin au 2 juillet 2022, l'épicentre événementiel à même de reconnecter l'Afrique tout entière à sa diversité culturelle. L'objectif de l'activité, c'est d'accroître le dialogue entre les pays africains, c'est de promouvoir la culture africaine parce qu'on a tendance à l'oublier, d'où on vient, qui on est. On le dit très bien, la culture, c'est l'âme d'un peuple. Comme nous avons nous-mêmes nos produits, pourquoi pas le promouvoir? Et l'objectif d'Africa Nzuri, c'est aussi de contribuer au développement durable du pays. Parrainé par la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, et accompagnée par divers partenaires mondiaux amoureux de la culture africaine, la deuxième édition du festival Africa Nzuri va également contribuer à la prise de conscience des opérateurs culturels et pousser les décideurs politiques à militer pour préserver les génies culturels continentaux d'une part et amener les artistes à créer des synergies pour le retentissement planétaire de la culture africaine dans sa diversité plurielle. Stop au tribalisme pour un Congo fort et uni, non à la guerre et soutien au FARDC. C'est en ces termes que la présidente de la fondation Acacia en Action, il s'agit de l'ex-ministre de l'économie nationale, elle s'est exprimée ainsi à l'occasion de l'installation des comités dans les communes. Tous azimuts, plus de 5000 personnes constituées seulement de cadres de la Fondation Acacia en Action ont assisté à cette rencontre dans la salle mythique à Sanef qui a refusé du monde à l'intérieur, surtout à l'esplanade où il a fallu trouver des tentes et des places. L'on pouvait observer des calicots et des banderoles à des différents messages tels que stop au tribalisme pour un Congo fort et uni, non à la guerre d'agression et nous voulons la paix. Puis est venu l'un des temps forts de la rencontre, l'installation des présidents communaux par la présidente Acacia Bandoubo Lambongo qui accompagnait le vice-président. À sa prise de parole, un autre temps fort, l'ex-ministre de l'économie nationale, Acacia Bandoubo Lambongo, a rappelé à l'assistance à observer une minute de silence pour rendre hommage aux vaillants soldats tombés sous les champs de bataille et la population innocente qui meurt également à l'est du pays. Profitant de l'occasion pour rappeler à des milliers de cadres et membres venus à cette rencontre ce message: une seule nation, un seul pays, un seul peuple, un seul président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons réitéré notre message de campagne que nous avons commencé à lancer depuis l'année passée sur le tribalisme. Mais aussi nous avons également lancé un message à tous nos compatriotes de pouvoir soutenir le commandant suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que nos vaillants soldats. Et Madame Acacia Bandoubo Lambongo a annoncé la grande rencontre à venir au stade de Vélodrome de Kitambo pour clôturer la campagne Stop au tribalisme, soutenir davantage les FARDC et plus les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je reviens sur cette information. Il y a eu tension dans les milieux des creuseurs artisanaux de l'Huilou. Nous sommes là dans la province du Lualaba suite au déguerpissement de certains dans des carrés miniers. On suit ce reportage. L'image est forte. Marie-Thérèse Masuka face aux exploitants miniers artisanaux. La gouverneure intérimaire du Lualaba a joué aux sapeurs-pompiers pour mettre fin aux tensions et soulèvements de ces derniers à l'Huilou et intrusions récurrentes dans la mine à ciel ouvert des Coves. Dans la matinée du dimanche 12 juin 2022, une forte tension s'est observée sur la route nationale numéro 39 près des installations des usines de l'Huilou. Le trafic routier a été paralysé et même certaines activités. La gouverneure intérimaire, accompagné de son ministre provincial de mines, Jacques Kaumba, a échangé avec les manifestants jusqu'à apaiser leur colère. Le calme rétabli avec habileté, Marie-Thérèse Masuka a demandé aux représentants des coopératives d'approfondir la question au bureau pour des solutions durables. Depuis près d'une semaine, les exploitants miniers artisanaux ont choisi d'envahir la mine à ciel ouvert des Coves. Elle est actuellement exploitée par Kamoto Copper Company. À chaque envahissement,
Les personnels et les équipements étaient pris pour cible avant de s'offrir le minerai de cuivre et de cobalt. Les instructions m'ont été données par le chef de l'État de venir sur place pour que je voie ce qui se passe réellement. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour qu'ils puissent vraiment être en sécurité et mieux travailler. Juste après son échange, sa descente à Luilo, Marie-Thérèse s'est montrée contrôler la situation. La femme numéro 1 du Lualaba a rassuré les industriels. Pour une journée dominicale sous tension, Fifi Masuka a réussi à éteindre les feux sans l'usage des forces. Justement, on en parle dans cette édition d'information avec Josué Mouyumba. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication au niveau du gouvernement provincial. Vous revenez de Kolwezi. Alors, dites-nous, que s'est-il passé? Bon, c'est comme vous venez de le suivre dans cet élément de reportage. Ce sont les exploitants miniers artisanaux, communément appelés creuseurs, sur place, qui sont allés envahir, investir la mine Cove, la mine appartenant à une entreprise minière de la place. Faute d'endroits, parce qu'il y a ce qu'on appelle les zones d'exploitation minière artisanale, qu'on appelle ZEA. Faute des endroits appropriés pour faire ce travail d'exploitation minière artisanale, ils se déversent maintenant dans les concessions, dans les sites appartenant aux entreprises minières. C'est ça la situation qui les a un peu... Quand les services de sécurité se sont chargés de les éloigner, de les déloger de l'endroit, c'est là que ça a bardé, il y a eu une tension. Mais qu'est-ce qui leur a été proposé après le déguerpissement? Bon, il y a ceci, depuis son accession à la tête de la province du Lualaba, à la tête de l'exécutif provincial, Mme Marie-Thérèse Masuka se livre à un travail intense pour normaliser cette situation, protéger les industriels et aussi protéger les exploitants miniers artisanaux. La province du Lualaba a une centaine de zones prévues pour cette exploitation. C'est une jeunesse qui est en mouvement, qui a besoin aussi de vivre. Oui. C'est une question de survie. Il y a d'une part protéger les industriels et d'autre part sécuriser socialement cette jeunesse qui est évaluée à plus de 100 000 personnes et qui paie des taxes. Et ces taxes, aujourd'hui, avec l'assainissement de la gestion orthodoxe de Marie-Thérèse Masuka Saini, ce secteur renfloue, ce secteur produit beaucoup de recettes à la province. C'est pourquoi, quand il est descendu, il n'y a pas eu de coup de balle, il n'y a pas eu de mort, parce qu'elle a un sens élevé de communication et de diplomatie. Elle a rétabli le calme et les échanges se poursuivent pour permettre à ce que les EA, pour lesquels, avant son accession à la tête de la province, il y a des entreprises minières qui avaient donné de l'argent pour faire en sorte qu'il y ait des couvertures sur ces EA, mais cet argent s'est envolé, a disparu. Et c'est le travail qu'elle mène actuellement pour mettre les moyens afin que les exploitants miniers artisanaux aient leurs espaces à eux pour travailler et subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Pendant ce temps, le calme a été rétabli, mais le problème demeure entier. Y a-t-il une solution rapide pour faire qu'ils retrouvent leurs activités parce qu'ils ont droit de travailler? Bon, il y a d'abord, quand vous voyez la calmie, ça veut dire que il y a espoir. Il y a un travail de fond que Mme Marie-Thérèse Masuka fait avec les industriels, les experts dans le secteur des mines et aussi les responsables des coopératives. Ce sont les structures qui encadrent les exploitants miniers artisanaux. Il y a un travail de fond. D'ici peu, des solutions vont être trouvées. Et l'objectif pour la gouverneure intérimaire du Lualaba, c'est de donner à cette population, à ses compatriotes, des endroits propices pour qu'ils puissent œuvrer comme il se doit. Alors, qu'est-ce que vous répondez à une opinion qui dit que ce soulèvement, cette tension serait liée au dernier réaménagement au sein de l'équipe Fifi Masuka? Bon, ce sont des manipulateurs qui ne veulent pas voir une femme d'exception, une femme comme vous, qui fait la fierté de la femme congolaise, à qui le chef de l'État a fait confiance et qui fait montre des prouesses dans la modernisation du Lualaba. Ces gens
ne tarde pas d'inventer des choses. Il n'y a pas manipulation parce que le monsieur, hein, le ministre actuel, Jacques, qui a remplacé Chizaïnga à ce poste, est très populaire d'abord dans le milieu des exploitants miniers artisanaux. Merci, donc José. au Lualaba, si vous n'avez pas l'ancrage dans le domaine, dans ce secteur de l'artisanat minier, vous n'allez pas gérer ce secteur. Donc ce que les gens racontent et ceux qui tirent les ficelles, ils ont déjà échoué d'avance parce que avec beaucoup de tact, Mme Marie-Thérèse est en train de résoudre de manière durable ce problème. Merci Josué Mouyumba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial. Merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci, bonne